mondial de la gouvernance de l'Internet, donc le forum mondial qui aura lieu en novembre. Donc le président de la République avait annoncé la candidature qui a été acceptée, et du coup c'est en novembre qu'on accueillera le forum mondial. Donc le forum sur la gouvernance de l'Internet a lieu une fois par an dans un pays au niveau mondial, et puis après se décline dans les initiatives locales comme celle qui a lieu aujourd'hui. Alors, je vais commencer par juste quelques remerciements. C'est parce que le forum est un forum qui tient au comité d'organisation et qui tient aux partenaires qui soutiennent l'organisation. Alors d'abord, je vais vous citer les membres du comité d'organisation. Alain Assouline de Webforce 3 et du Synnov-IT, Sébastien Bachelet de l'ICANN at large et de l'AFNIC, Philippe Batreau d'Epistrophe, Michel Bojard, CFS+, Laurent Bloch, Pierre Benis de l'AFNIC, Lucien Castex de l'Université Sorbonne Nouvelle, Jennifer Chrétien de Renaissance Numérique, Françoise Colettis de Cap Digital, Didier Guével de l'Université Paris 13, Laura Letourneau de l'ARCEP, Francesca Musiani du CNRS, Corinne Pulicani de Nextday et Samy Swissi de l'ARCEP. Je pense que c'est important de les citer, de les remercier, parce qu'ils ont travaillé pendant des mois à faire en sorte d'élaborer le programme de la journée, trouver des intervenants, trouver les thèmes. Voilà, donc ça c'est important. Il y a aussi un comité scientifique qu'on a constitué. Le comité scientifique qui est constitué de Lucien Castex, Gloria González-Fuster, Didier Guével, Olivier Iteanu, Francesca Musiani et Julien Rossi, que je remercie particulièrement parce qu'ils ont supervisé les ateliers sur les données personnelles. Et donc c'était important pour nous qu'il y ait une vision universitaire, une vision des chercheurs sur ce sujet-là. Et puis, je voulais remercier aussi, puis après j'ai fini avec les remerciements, je voulais remercier aussi les partenaires qui financent et qui soutiennent le forum. Donc il y a l'AFNIC, l'AFP, l'ARCEP, Cap Digital, Captain DPO, CFS+, le Synnov-IT, le DIM Sciences du Texte, la Fabrique du Futur, Facebook, French Web, le Forum Athéna, Google, l'ICANN, l'Internet Society, Invid, IRDA, IREST, Nextday, Open Data Soft, Réussir en .fr, Renaissance Numérique, Safe Brands, Systématique, les universités Paris 13 et Sorbonne Nouvelle et les écoles Webforce 3. Donc merci à tous ces partenaires. Alors aujourd'hui, vous allez avoir 4 parcours d'ateliers. On a essayé de rendre ces ateliers cohérents et de leur donner une ligne directrice. Donc les 4 parcours. Le premier parcours s'appelle Reprendre la main. L'idée, c'est de voir comment on peut reprendre la main sur les algorithmes et reprendre la main sur Internet en général. Ensuite, il y a un parcours sur la cyberpolitique qui parlera de cyberstratégie, d'infrastructure. Il y a un parcours qui s'appelle Humanité numérique, qui fera un focus sur la transformation, l'éducation et aussi les fake news. Et puis, il y a un parcours sur les responsabilités éthiques et sociétales. Donc, il y a 3 ateliers par parcours. Ce sont vraiment des espaces de dialogue. Donc, en fait, ce que je vous invite à faire, c'est si on ne vous donne pas la parole pendant l'atelier, vous renversez la table, vous prenez la parole, vous allez hacker les ateliers. L'objectif, c'est qu'il y ait des discussions. Et l'objectif, c'est que chaque atelier sorte avec une proposition pour l'avenir numérique. En parallèle, on a un hackathon qui a lieu. Donc, dans la journée, quand vous vous ennuyez, passez une tête, c'est en salle R209, c'est au même étage. Tout se passe au même étage, sauf pour boire et manger. Donc, le hackathon, c'est en salle R209. Et c'est un hackathon sur les fake news qui est organisé par l'Internet Society, Cap Digital et l'AFP. Et il y a une 50aine de personnes qui planchent sur plusieurs sujets liés aux fake news et qui feront une restitution aux alentours de 18h. Alors, je vous ai parlé pas mal de propositions pour l'avenir numérique. Et la semaine dernière, j'ai eu l'occasion d'échanger avec Vint Cerf. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Vint Cerf, j'espère quand même. C'est l'un des pères fondateurs d'Internet, c'est le co-concepteur du protocole TCP/IP, et c'est aussi le fondateur de l'Internet Society. Alors j'ai échangé avec lui et je l'ai interrogé sur sa vision à lui pour avoir un avenir numérique positif.
Sur le site du FGI, vous avez son message complet qui, si la technologie fonctionne, vient d'être diffusé. Et en fait, Windsurf, dans sa réponse, dans sa proposition, a interpellé surtout sur l'intelligence artificielle et sur le deep learning. Et pour lui, donc je vais le citer, il dit « Tout nous laisse à penser que les réseaux de neurones sont capables de traiter de vastes quantités de données, bien au-delà de ce qu'un traitement manuel permet. Et grâce à cet apprentissage machine, des maladies seront identifiées, des thérapies seront développées, des traitements seront réalisés via le traitement de très grandes quantités de données médicales accumulées à partir des antécédents médicaux de millions de patients. » Donc il cite cet exemple médical. Et Vint précise que ces nouveaux systèmes sont souvent vulnérables à des petites variations, de même qu'il pointe les vulnérabilités lors du développement de logiciels qui peuvent être à l'origine de pannes importantes. Et donc la conclusion pour Windsurf, pour créer un avenir numérique positif, ça consistera à résoudre pour lui, ou tout du moins à atténuer toutes les vulnérabilités, tant dans l'IA que dans le développement de logiciels. Voilà, donc ça c'était sa réponse, il a fait un message un peu plus complet. Et à propos justement de l'avenir numérique, on a pu voir qu'il y a eu, depuis le début de l'année, on a été beaucoup sollicité, il y a eu beaucoup de débats, notamment législatifs. On a eu notamment le RGPD sur lequel on a beaucoup discuté sur la loi d'adaptation. Et là, ces semaines et ces prochains jours également, le Parlement va étudier des évolutions constitutionnelles. Quel qu'en soit le format, que ce soit dans le texte de la Constitution ou au sein d'une charte, l'évolution de la société et l'ancrage numérique dans toutes les strates de notre vie nécessitent que l'on protège les droits fondamentaux indispensables pour les utilisateurs d'Internet et du numérique. Et c'est pourquoi l'Internet Society soutiendra toutes les initiatives pour que ces droits des citoyens numériques deviennent intouchables. Je vous souhaite une bonne journée de travail, des bons ateliers, et je déclare cette journée sans veste ouverte. Et très chaud dossier. Merci Nicolas. Alors avant la session, la plénière d'ouverture, je vais demander maintenant à Bertrand de la Chapelle de nous rejoindre sur scène pour la première keynote de cette journée. Bertrand de la Chapelle, directeur exécutif Internet et juridiction Policy Networks. La parole est à vous. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez correctement. Ouais, très bien, très bien. Je vois un certain nombre de visages connus et d'autres moins. Je voudrais, en introduction, partager avec vous un petit nombre de messages qui, j'espère, vous inspireront pour la journée et peut-être au-delà. La première question quand on a une réunion comme celle-ci, c'est pourquoi est-ce qu'on est là? Pourquoi est-ce qu'on prend une journée sur des agendas chargés pour parler de gouvernance Internet? Et je pense que dans l'environnement actuel, l'une des raisons principales, malheureusement, c'est que nous sommes inquiets. Nous sommes inquiets pour de nombreuses raisons, parce que nous craignons d'une manière générale que l'Internet soit victime de son succès, parce que nous assistons au développement de ce que quelqu'un a très joliment appelé des pathologies sur Internet, sur le harcèlement, la haine raciale, les fraudes, etc. Nous sommes inquiets aussi parce que dans un certain nombre de cas, nous avons un sentiment d'impuissance face à un certain nombre de ces problèmes. Et d'impuissance parce que les outils ne sont pas toujours adaptés. Je parle des outils juridiques, des outils légaux et de l'architecture internationale. Et dans ce contexte, au quotidien, dans vos activités professionnelles ou en tant que citoyen, nous avons besoin de trouver des solutions. Et il est assez difficile de savoir comment le faire. En même temps, c'est un enjeu, c'est un défi difficile, mais c'est aussi un enjeu assez exaltant parce que, sans vouloir utiliser de grands mots, c'est un enjeu historique. Ce dont il s'agit, c'est de définir en commun la société numérique que nous voulons construire. Et ça demande que, comme aujourd'hui, les différents acteurs soient autour de la table. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il est nécessaire de surmonter la méfiance qui demeure entre les différentes catégories d'acteurs. Disons-le franchement, très souvent, les gouvernements considèrent que les entreprises sont irresponsables. Les entreprises considèrent que les gouvernements régulent trop. Et pour être franc, la société civile, dans de nombreux cas, est inquiète des accords, opaques ou non, que les deux autres catégories d'acteurs concluent entre eux. Et donc,
Cette journée, comme d'autres réunions du même genre, est une opportunité pour briser les silos, pour prendre un peu de recul par rapport à la pression de l'urgence et pour examiner ces problèmes. Et le premier message que je veux partager, c'est pour vous et au-delà pour les gens qui nous regardent, de cesser de regarder les problèmes auxquels nous sommes confrontés comme des conflits que nous avons les uns avec les autres, mais plutôt comme des problèmes que nous avons à traiter en commun. C'est le premier message. Ces problèmes, ils sont aujourd'hui multidimensionnels. Pendant longtemps, quand on parlait de gouvernance Internet, on parlait de la gouvernance de l'Internet, c'est-à-dire de l'infrastructure. Et ça tournait beaucoup autour de l'ICANN, pour ceux qui sont dans cet environnement depuis un certain temps. Désormais, les enjeux auxquels nous sommes confrontés sont beaucoup plus liés à la gouvernance sur l'Internet, c'est-à-dire aux usages, à ce que les gens en font, en bien ou en mal. Et comme Wolfgang Kleinwächter l'a très bien dit dans un article récent que je vous encourage à lire, et certains d'entre vous le connaissent sûrement, nous avions autrefois des problèmes techniques qui avaient une dimension politique, et nous sommes aujourd'hui dans un environnement où les problèmes sont politiques avec une dimension technique. C'est-à-dire que ce qui était autrefois des sujets limités qui étaient traités par une petite communauté d'experts pionniers concerne aujourd'hui la vie quotidienne de milliards d'utilisateurs qui sont à travers le monde. Et ce qui était la pratique de quelques représentants gouvernementaux, dont j'ai été, est aujourd'hui la responsabilité, ou touche aujourd'hui à la responsabilité non seulement des ministères des Affaires étrangères, mais aussi des ministères de la Justice, de l'Intérieur, de la Défense, de l'économie numérique lorsque cela existe, de l'innovation, mais aussi les agences de protection des données, les agences de concurrence, sans compter la mouvance croissante des entreprises qui sont directement concernées parce que ce sont des outils qu'elles utilisent tous les jours, et les associations de la société civile qui se sont également concernées. Parce que ces sujets sont connectés les uns aux autres, et on a parlé du RGPD, il n'y a pas de meilleur exemple de cette interconnexion entre les thèmes qu'une réglementation qui est basée sur un droit humain, sur la protection de la vie privée et des données personnelles, et qui a un impact manifeste et évident sur les dimensions de sécurité et les dimensions économiques en termes d'impact sur les business models des différentes entreprises. Et donc le second message que je voudrais partager avec vous, c'est que nous avons, en traitant de ces problèmes, à réconcilier trois objectifs qui sont trop souvent présentés comme contradictoires et qu'il nous appartient, encore une fois, de réconcilier. Le premier, c'est de lutter contre les abus qui menacent objectivement l'intégrité de l'Internet et des citoyens, tout en, deuxièmement, protégeant et même renforçant la protection des droits de l'homme, et troisièmement, en assurant une fondation stable et scalable pour l'économie numérique dont nous dépendons de plus en plus. Alors, réconcilier ce deuxième message, réconcilier ces trois objectifs, personne ne vous dira que c'est facile. Et Nicolas vient de mentionner Windsurf. Juste avant la seconde conférence du réseau Internet et juridiction que nous avons organisée à Ottawa en février dernier, Windsurf, dans ce contexte, a publié un op-ed dans le Financial Times dans lequel il a dit « Traiter de ces questions liées à la société numérique et aux juridictions sur Internet est probablement plus compliqué que d'inventer l'Internet lui-même. » Et c'est un mot que j'ai trouvé extrêmement fort parce que aujourd'hui, non seulement ces problèmes sont interconnectés entre les différents silos qui autrefois étaient séparés, mais ils ont pris des dimensions qui n'ont rien à voir avec la manière dont on traitait les mêmes problèmes autrefois. La diffamation, la fraude, etc. n'ont pas attendu l'Internet et les lois nationales s'en sont occupées depuis très longtemps. Le seul problème, c'est que quelquefois, enfin ce n'est pas le seul problème, mais quelquefois, les changements quantitatifs introduisent des changements qualitatifs. Et je voudrais en citer trois. Le premier, c'est le volume. La quantité d'informations et la quantité de données et de contenu qui est produite quotidiennement aurait stupéfié n'importe qui il y a seulement 20 ans. Juste un chiffre, 500 000 heures de vidéos uploadées chaque jour sur YouTube, et cette donnée est probablement déjà datée d'il y a 1 an ou 2. Le deuxième élément, c'est la vitesse et la diffusion. Non seulement celle-ci est instantanée, mais
Lorsque vous avez des utilisateurs qui ont plusieurs millions de followers, la diffusion virale est quelque chose qui était inaccessible dans les médias traditionnels. Et la troisième dimension, qui est une transformation qualitative, c'est que la dimension transnationale était une exception autrefois et elle est aujourd'hui une nouvelle normalité. Et dans ce contexte de vitesse, de volume et de transnationalité, le système international westphalien que nous connaissons bien, qui est basé sur les souverainetés séparées et surtout sur des souverainetés territoriales, est franchement à la peine. Et la plupart d'entre vous le savent quand vous suivez l'actualité. Pour autant, je ne voudrais pas que nous restions prisonniers de ce qui est trop souvent présenté comme la seule alternative. Il faudrait avoir à choisir entre la vision utopique de John Perry Barlow d'un cyberespace hors sol, tellement autorégulé qu'il en est livré à lui-même, dans lesquels les gouvernements n'ont aucun rôle, et même aucune légitimité. Et l'autre volet de l'alternative serait au contraire la réimposition rigide de souveraineté purement territoriale qui transformerait cet espace et cet outil miraculeusement global en un patchwork de sous-ensembles limités dont la viabilité de chacun serait d'ailleurs soumise à question. Le troisième message que je veux partager dans ce contexte-là, c'est que la situation est beaucoup plus nuancée. Ne vous laissez pas convaincre par le fait qu'il n'y a que cette alternative. La souveraineté n'est pas obsolète, simplement, dans le contexte de l'ère numérique, et lorsqu'il s'agit de questions transnationales, elle doit s'exercer de manière différente. Et pour prendre une analogie, c'est un petit peu comme le fait que la théorie de la relativité étend la mécanique newtonienne lorsque vous allez à des grandes vitesses. Les deux coexistent. Et donc de la même manière dans l'ère numérique, la souveraineté nationale coexiste lorsque toutes les données sont nationales, mais lorsqu'il s'agit d'enjeux transnationaux, la souveraineté doit s'exercer avec des précautions particulières. Alors, l'enjeu, c'est d'assurer aujourd'hui la coexistence de ces diverses lois nationales dans des espaces transfrontières. Et la question qui vient, c'est que faire ? Alors, on a une approche très simple qui consiste à ne rien faire. On l'a fait pendant longtemps. Le problème, c'est que nous avons payé un coût assez fort à l'inaction et que c'est ce qui a permis à un certain nombre de gens d'abuser de cet outil exceptionnel et, pour dire les choses franchement, aujourd'hui, de menacer la fabrique même de nos sociétés en exacerbant volontairement les fractures sous-jacentes. Et donc, les problèmes ne vont pas disparaître par enchantement d'eux-mêmes. Mais en même temps, les solutions ne vont pas émerger toutes seules non plus. Et je voudrais envoyer un message qui est que personne, ni dans cette salle, ni nulle part, n'a aujourd'hui la solution miracle. Nous sommes tous en train de chercher comment résoudre ces problèmes. Et le problème, en termes de solutions, c'est que nous ne pouvons pas continuer à adopter des solutions, je dirais, dans l'urgence, des solutions de rafistolage qui sont prises sans concertation entre les différents acteurs. Et ce, pour une raison très simple, c'est que le résultat, c'est une course aux armements juridiques, ce que nous avons qualifié à un moment de course aux armements juridiques. Et cette course aux armements juridiques, dans une situation de dilemme du prisonnier, elle est préjudiciable à tout le monde, y compris à ceux qui l'alimentent ou même qui l'initient. Et donc, le seul moyen d'éviter cette course aux armements, c'est le développement collaboratif de standards, de cadres de coopération nouveaux pour traiter ces problèmes qui sont des problèmes avec des dimensions nouvelles. Et ces standards et ces coopérations doivent être aussi transnationales que l'Internet lui-même. Sans vouloir utiliser de grands mots, je crois que l'histoire jugera notre génération à la manière dont elle aura été capable de traiter collectivement ces enjeux. Parce que les décisions que nous prenons aujourd'hui ou que nous ne prenons pas ont un impact
durables et auront un impact durable sur les générations futures. Alors, le quatrième message, c'est qu'à un moment où, dans l'environnement international, le moins que l'on puisse dire, c'est que le thème de la coopération n'est pas vraiment à la mode, et que même ce principe même est attaqué de toutes parts, il est plus que jamais nécessaire d'en réaffirmer l'utilité et que cette coopération et que ce dialogue doit s'exercer entre les différentes catégories d'acteurs. Alors tout ça, c'est bien joli, mais est-ce que nous avons les outils pour faire ça? Et la réponse est clairement non. Le principe fondamental du système westphalien dont je parlais tout à l'heure, c'est non seulement la séparation des souverainetés, mais pour être un peu provocateur, le principe fondamental des relations entre États, c'est la non-coopération. Et c'est un ancien diplomate qui vous parle. Et donc, lorsque les outils juridiques dont nous disposons deviennent l'obstacle même qui empêche cette coopération et qui empêche l'humanité de traiter les problèmes auxquels elle est confrontée, alors il appartient à tous les acteurs concernés, les gouvernements, les entreprises, la société civile, les acteurs du milieu académique, les organisations internationales, de se rassembler et de réfléchir à comment aller de l'avant. Une analogie, c'est que l'écosystème de gouvernance de l'Internet n'est pas parfait, mais il a le mérite d'exister, et il est structuré autour d'un certain nombre d'entités, un nombre limité, qui gèrent des problèmes concrets. Le développement des standards techniques, la distribution des adresses IP, la gestion du réseau de noms de domaine. Et ce système a permis d'accompagner la croissance exponentielle du réseau, qui sert aujourd'hui plus de la moitié de l'humanité et qui sous-tend probablement la quasi-totalité de ces activités importantes. Pour être franc et pour être charitable, dans le meilleur des cas, l'écosystème de gouvernance sur l'Internet est embryonnaire. Et je suis vraiment charitable. Kofi Annan, en 2004, avait dit, dans le cadre du Sommet mondial sur la société de l'information, pour gérer la présence de l'Internet dans nos vies, nous avons besoin d'être aussi créatifs que ceux qui l'ont inventé. Il y a besoin de gouvernance, mais elle ne doit pas être faite de manière traditionnelle pour quelque chose qui est aussi différent. Et aujourd'hui, l'IGF, comme le disait Nicolas, a été une innovation bienvenue. Et malgré toutes ces vicissitudes et son manque criant permanent de moyens, il demeure, l'IGF mondial, le point d'eau auquel tous les acteurs peuvent se rassembler, dans lequel tous les acteurs peuvent se rassembler chaque année pour échanger leurs perspectives et proposer des solutions. Et je suis heureux que la France se soit portée candidate cette année avant l'Allemagne l'année prochaine. De la même manière, les déclinaisons régionales et nationales, comme le FGI France, sont un élément qui rapproche les citoyens de ces débats et qui alimente l'agenda. Et l'un des résultats fondamentaux que vous pouvez obtenir dans cette journée, c'est de formuler ensemble les problèmes auxquels vous êtes confrontés. Parce que si vous ne trouvez pas une formulation commune, il y a peu de chances que les solutions viennent derrière. Mais le cinquième message que je veux partager, c'est que, aussi important et utile que cela soit-il, ce n'est pas suffisant, car ces problèmes sont trop fondamentaux pour pouvoir être traités dans des séries de panels d'une heure ou d'une heure et demie, aussi intéressants soient-ils, dans des conférences dissociées les unes des autres. Et donc, il faut aller plus loin. Et aller plus loin, c'est dans un environnement où, comme ça venait d'être évoqué, nous assistons aujourd'hui, depuis quelques mois, depuis 1 an et demi, je dirais, à une accélération phénoménale des initiatives à travers le monde, par les États, par les entreprises, dans des projets de loi, dans des codes de conduite, dans des initiatives sur les Terms of Service. Et ces initiatives, pardon de le répéter, elles sont prises très souvent sous la pression de l'urgence et de manière non coordonnée. Or, s'il n'y a pas un minimum de cohérence et un minimum d'interopérabilité entre ces différentes solutions, au lieu d'aider à la solution des problèmes, nous avons de fortes chances de les rendre plus difficiles, voire de créer de nouveaux conflits. Il est donc nécessaire de prendre du recul, et c'est à ça que servent les forums, mais aussi d'autres processus, de prendre du recul pour réfléchir aux conséquences des actions qui sont prises. Et je voudrais juste donner un exemple. La question de l'extraterritorialité, qui remet en cause en partie le principe de territorialité de la souveraineté, apparaît comme un instrument de plus en plus tentant.
Et il est en partie légitime. Simplement, nous devons nous poser la question, est-ce que l'exercice de l'extraterritorialité peut être fait sans limite? Et est-ce que si ça est poussé jusqu'à un extrême, on n'aboutit pas à une remise en cause de la souveraineté elle-même? Et donc, le 6e message, et c'est l'avant-dernier, c'est que nous ne pourrons obtenir cette coopération et cette coordination entre les acteurs que par des processus de dialogue continu, sujet par sujet, mettant autour de la table les acteurs concernés. Et j'insiste sur le mot continu. Les réunions sont extrêmement importantes pour faire le point. Mais s'il n'y a pas des processus réguliers, il n'est pas possible de développer des solutions communes. Et surtout des solutions communes qui respectent l'état de droit et qui établissent des protections juridiques pour l'ensemble des citoyens. C'est ce que nous faisons au sein d'Internet des juridictions, ou ce à quoi nous nous attachons depuis 6 ans maintenant, autour de sujets concrets que certains d'entre vous connaissent, qui sont l'accès à la preuve numérique dans les enquêtes criminelles à travers les frontières, les questions de retrait de contenu sur les grandes plateformes Internet ou les suspensions de noms de domaine. Je ne rentre pas dans les détails, vous pouvez trouver ça sur le site si vous voulez approfondir. Mais ce que je voudrais partager brièvement, c'est que le retour d'expérience que nous avons sur les groupes de contact que nous avons établis en 2017 et sur les 2 conférences globales que nous avons organisées à Paris en 2016 et à Ottawa en 2018, avant Berlin l'année prochaine en 2019, montrent la bénéfice et l'utilité de mettre autour de la table ces différents acteurs. Enfin, pour terminer, parce que c'est cette année, je voudrais dire un mot de la responsabilité particulière qui incombe à la France en 2018 sur ces enjeux. À un moment où ce qui est en cause, c'est de définir un nouveau contrat social pour l'ère numérique et d'inventer des nouveaux modes de gouvernance, la France a une longue tradition d'innovation institutionnelle, et je dirais que peut-être les mannes de Rousseau, même s'il est suisse, de Montesquieu et de Jean Monnet, peuvent nous inspirer et contribuer à une réflexion qui va un peu au-delà des éléments de court terme. Le deuxième élément, c'est que la France est aussi le pays hôte d'un nombre significatif d'organisations internationales qui sont importantes. Ça vaut pour l'OCDE, le Conseil de l'Europe, l'UNESCO, Interpol. Mais la France a aussi une voix forte au sein de l'Union européenne qui est, disons-le franchement, la seule région ou le seul ensemble régional qui a un poids suffisant pour entrer dans le débat entre des modèles américains et des modèles chinois. Et donc, pour terminer, outre le fait que l'IGF se tiendra bien évidemment à Paris et que, à l'occasion du centenaire de la fin de la boucherie qu'a été la Première Guerre mondiale, c'est un bon moment pour réfléchir à ce qu'est la gouvernance du XXIe siècle, et ce sera l'objet du Forum mondial sur la paix qui se tiendra en novembre, juste avant l'IGF Monde. Il faut avoir conscience que les enjeux du